Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu la suite des événements suite à cette dissolution et ces élections législatives. Au passage, j'en profite pour remercier DevQNews qui m'a donné cette idée de titre Désastre pour la France. J'ai trouvé ce jeu de mots très à propos, du coup je l'ai repris pour mon titre, donc merci pour l'idée et merci à tout le monde d'ailleurs. Vous avez été très nombreux à réagir. Vous avez réservé un accueil magnifique à cette vidéo. Bien, c'est toujours très agréable bien, de voir que c'est utile et que les gens l'apprécient et que forcément ça a parlé à de nombreuses personnes. Effectivement, le sujet est assez sensible en ce moment, mais vous m'avez tous fait de très bons retours et vous m'avez surtout donné d'excellentes idées pour aller voir des cartes de personnes qui pourraient pas forcément être Premier ministre, mais en tout cas jouer un rôle dans ces élections, et pour ça je vous en remercie. Donc aujourd'hui on ira voir quelques thèmes, notamment le thème de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon que vous m'avez beaucoup demandé, mais aussi François Ruffin, Éric Ciotti, vous allez voir que son thème est pas mal aussi. Mais aussi le thème de Gabriel Attal, étant donné qu'il est vraiment tout abasourdi par cette décision, et on sent qu'il est un petit peu penaud par rapport à cette décision, il sait pas trop quoi faire, comment réagir. Et puis on finira par aller voir le thème de deux femmes, alors qui sont intéressants au niveau astrologique bien sûr. Alors je vous rappelle à toute fin utile qu'on est sur une chaîne d'astrologie, parce que à la dernière vidéo, j'ai eu 2-3 critiques comme ça, bien sûr à la marge, sur l'astrologie. Mais bon, après, je trouve ça quand même bizarre que des gens qui n'adhèrent pas à l'astro viennent regarder mes vidéos. Je trouve ça vraiment très bizarre. Mais bon, après, moi, je ne suis là pour convaincre personne. Voilà, je vous partage simplement ma passion et j'essaye du mieux que je peux de vous expliquer un petit peu les états des astres en ce moment. Donc, pour en revenir à ces deux femmes dont on étudiera le thème à la fin, donc ça sera Clémentine Autain et Marion Maréchal Le Pen. Mais avant d'aller voir tout ce petit monde, on va faire un petit retour en arrière et puis on va revenir un petit peu dans l'histoire. Mon prof de compta me disait toujours « Celui qui ne se souvient pas du passé est condamné à le revivre ». Et c'est pour ça que je regarde souvent ce qui s'est passé dans le passé, puisque comme le temps est cyclique, les choses reviennent. Certaines personnes disent parfois aussi que Nostradamus ne prédisait pas le futur, mais en fait nous codait des histoires passées, et puis forcément comme les choses reviennent régulièrement, c'est souvent en regardant dans le passé qu'on peut prévoir l'avenir. Alors j'ai bien dit prévoir et pas prédire. Alors c'est vrai que souvent l'astrologie au niveau populaire est assimilée à de la voyance. Alors là aussi je voudrais refaire un petit point là-dessus. Ce n'est pas de la voyance ni de la prédiction. Je préfère plutôt parler de prévision, un peu comme un météorologue. Et il y a aussi un mot qu'utilise Luc Biget que je trouve vraiment très à propos. Lui, il dit que c'est de la prévoyance. Voilà, ça permet de prévoir plus ou moins ce qui va se passer. Malheureusement, on ne sait jamais comment ça va se passer. Parce que ici, nous étudions des archétypes, et les archétypes, ont un sens vraiment très large. Alors bien sûr, on sait que lorsque deux planètes se rencontrent ou sont en dissonance, il va y avoir quelque chose. Après, en fonction de la maison dans laquelle ça se passe par rapport à un thème, on peut à peu près savoir dans quel domaine de notre vie ça va avoir lieu. Par contre, dire exactement ce qui va se passer, à quelle heure, à quel endroit, je ne connais pas un astrologue qui pourra vous prédire ça. On a des énergies qui sont présentes autour de nous et à nous de les utiliser au mieux, parce que quoi qu'il arrive, nous gardons toujours notre libre arbitre. Et comme je le dis toujours, les énergies célestes sont là pour nous porter ou nous freiner, un petit peu comme des vagues. Et quand une vague arrive, nous sommes libres soit de surfer sur cette vague ou alors de rester assis sur la planche. Voilà, donc c'était aussi un petit cadrage que je voulais faire et qui me semblait nécessaire, étant donné que là, il y a beaucoup de nouveaux abonnés et donc qui ne connaissent pas vraiment en fait les tenants et les aboutissants de l'astrologie. Alors c'est vrai que les horoscopes nous font beaucoup de mal parce que c'est fait à la va-vite souvent et puis juste en fonction du signe solaire. D'ailleurs, la plupart des personnes, quand vous leur demandez pourquoi ils sont de tel ou tel signe, ils ne savent pas que ça correspond au transit du soleil dans ce signe. Justement, c'est un peu cette mission que je me suis fixée, de redonner toutes ces lettres de noblesse à cette belle discipline qui est l'astrologie.
Voilà, donc désolée pour cette longue digression, mais c'était vraiment important pour moi de repréciser tout ça. Donc revenons à la situation actuelle, mais pour cela, on va faire un petit voyage dans le passé, puisque après cette première vidéo, eh bien, j'ai continué mes recherches et je vais vous proposer de faire un petit voyage dans les années 30. Alors, comment j'en suis venue là? Eh bien, Piltribus m'a mis un petit commentaire en me demandant d'aller voir ce qui se passait en 1933. Donc, j'ai été voir la carte à peu près de 33, j'ai rien trouvé de spécial. Et donc, pour mémoire, c'est la création du Troisième Reich en Allemagne et la montée du nazisme. Donc ça, c'était en début de semaine dernière, et puis est arrivé le 14 juin. Et si vous vous souvenez bien, sur ma dernière vidéo, je vous avais alerté sur cette conjonction Mercure-Soleil qui était du coup en carré et à Saturne et à la Lune. Et donc Lune et Saturne faisaient justement une opposition à ce moment-là. Et du coup, je vous avais dit qu'à cette date, il pouvait y avoir un changement, un retournement de situation, peut-être un coup d'éclat ou une annonce, étant donné que nous sommes ici avec Mercure et que Mercure, eh bien, c'est aussi la communication. Et lorsque ce vendredi est arrivé, qu'est-ce qu'on a eu? L'officialisation de l'Union des forces de gauche, qui s'appelait aux dernières législatives la NUPES, et qui, comme par hasard, n'a pas repris ce nom de NUPES, mais s'est appelé le Nouveau Front Populaire. Voilà, donc je vous avais dit sur la dernière vidéo qu'on aurait beaucoup de surprises avec toutes ces planètes en Gémeaux. À l'heure où je vous parle, eh bien, elles sont toutes les trois passées en Cancer, ces trois planètes, Vénus, Mercure et le Soleil. Et du coup, c'est marrant parce que ça correspondait plus ou moins au délai de fixation des listes. Donc après, on ne pouvait plus revenir et donc juste à ce moment-là, eh bien, c'était plus calme. Mais du coup, ce 14 juin, nous avions forcément une grande influence Gémeaux et la coup de théâtre. Voilà, ce qu'on ne pensait pas arriver est arrivé et du coup, eh bien, les gens de gauche se sont entendus. Donc ça, je pense que personne n'aurait vraiment parié là-dessus, mais eh bien, c'est fait. Après, on verra ce que ça va donner pour la suite, mais pour ces élections, au moins, eh bien, il y a quelque chose de commun, un programme commun, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. En tout cas, ils ont beaucoup mis d'eau dans leur vin, et là, du coup, ça change tout le paysage électoral, puisque nous étions avant avec seulement deux hypothèses, le Rassemblement national d'un côté et puis Renaissance de l'autre, et bien là, on voit qu'une nouvelle coalition s'est formée et du coup, nous avons trois blocs. Ces trois blocs qui n'en font en fait plus que deux, puisque si vous avez vu les sondages, eh bien, Renaissance est loin derrière ces deux coalitions de gauche et de droite, donc RN et LR avec Éric Ciotti, même si, bien sûr, tous les LR ne sont pas contents de cette décision. Et là aussi, ça a été une surprise pour beaucoup. Mais là, du coup, les cartes ont plus ou moins été redistribuées. Eh bien ici, on retrouve un découpage droite-gauche, comme nous avions justement avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais là, la situation a évolué sur un niveau extrême, dans ce sens où pour avoir ces deux blocs, eh bien, il a fallu vraiment aller chercher jusqu'aux extrêmes des partis politiques. On n'est plus dans cette mesure comme on était avant, qu'on votait à gauche ou à droite. Il y avait quelques différences, ça c'est normal, mais là, on est vraiment sur un grand écart. C'est vraiment le tout ou rien qu'on nous propose aujourd'hui. Alors justement, ce nouveau Front populaire, eh bien, comme je vous le disais, jamais de hasard dans les noms. Alors, ils ne l'ont pas choisi par hasard, je suis d'accord avec vous, mais énergétiquement, il faut savoir que le nom que l'on donne à quelque chose est vraiment très très important. Par exemple, votre prénom va jouer un grand rôle dans votre vie. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, ça imprime quelque chose en vous au niveau énergétique. Et ça, c'est très très important. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, eh bien, je vous renvoie aux excellentes vidéos de Patrick Burenstanas, le célèbre alchimiste, qui justement décrypte les prénoms, soit avec la langue des oiseaux, soit avec l'alphabet alchimique. Maintenant, le nom qu'on donne aussi résonne toujours avec quelque chose. Et du coup, moi qui m'appelle Delphine, eh bien, il y a forcément un lien avec le temple de Delphes d'Apollon. Ça, je le savais depuis longtemps et j'ai mis très très longtemps à le conscientiser. Et c'est pour ça aussi souvent que j'utilise la mythologie grecque pour personnifier en fait les archétypes des planètes, comme vous avez dû le voir si vous me suivez depuis un petit moment. Et pour la petite histoire, l'archange Emmanuel, donc est passé archange dès la chute de Satan.
Il a été envoyé par Dieu sur terre comme agent double et il peut prendre n'importe quelle forme, y compris celle d'un démon. Voilà, donc je trouvais ça assez marrant par rapport au personnage. Bon, revenons-en à nos cartes à présent. Et donc, comme vous vous en doutez bien, nous allons prendre cette carte de 1936, du 3 mai précisément, puisque c'est la date des élections qui a vu le Front populaire, le premier Front populaire bien sûr, triompher et qui a permis à Léon Blum de devenir Premier ministre. Alors, pour mémoire, il y a eu un fort élan populaire pour ce gouvernement, mais en revanche, il n'a duré que 2 ans. Et comme nous le savons après, quelques années plus tard, nous avons eu le gouvernement de Vichy. Alors bien sûr, les choses se répètent, mais toujours de manière différente, hein. Donc rien n'est sûr, bien sûr, mais regardez ici la similitude entre ces deux cartes. Donc cette carte du vendredi 14 juin 2024, la création du nouveau Front populaire, et cette carte du 3 mai 1936, la victoire du premier Front populaire. Alors c'est intéressant ici parce que nous avons un même ascendant, donc ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir vous montrer tout ça, parce que nous en astrologie on a l'habitude de faire ce qu'on appelle des synastries, c'est-à-dire de superposer les deux cartes, mais dans ce cas-là ça implique qu'il y a un ascendant autre part sur une carte. C'est très difficile à lire quand on n'a pas l'habitude. Alors le fait qu'il y ait le même ascendant, ça va être beaucoup plus simple pour vous, et du coup je vais pouvoir mieux vous montrer les similitudes sur deux cartes. Ça sera beaucoup plus simple au niveau de la compréhension. Donc bien sûr, là, avec le 14 juin, nous ne sommes pas à la date de l'élection. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les planètes lentes qu'on va regarder. Et donc les planètes dont on va parler ici seront toujours à la même position le 30 juin et le 7 juillet au moment de l'élection. Donc la première dont on va parler ici, c'est bien sûr Saturne, hein, on en a longuement parlé au cours de la première vidéo. Donc pour mémoire, elle représente les institutions, et puis l'ascendant de la France se situe en Poisson justement à cet endroit-là. Aujourd'hui, bien sûr, elle fait écho avec un point du thème de la France. À l'époque, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas la même constitution. En tout cas, ici, c'est elle qui va jouer un rôle, c'est elle qui va mener la danse. Donc nous l'avions vu, Saturne n'est pas bien dans le signe des Poissons. Le signe des Poissons, c'est un signe de désordre, hein, d'une espèce de chaos. Justement, c'est la fin du cycle zodiacal. Et du coup, il est chargé de défaire un petit peu les choses, de détruire un petit peu les choses. Dans la douceur, au contraire des influences plutoniennes, le signe des Poissons va désagréger les choses. Et ici, ça ne vous aura sans doute pas échappé, nous avons Saturne exactement à la même position sur les deux cartes. Donc sur la carte du 3 mai 1936, Saturne était à 19 degrés 38 exactement du signe des Poissons. Là, le 14 juin, elle était à 19 degrés 14 du signe des Poissons. Et puis, elle va encore avancer un petit peu. Elle va rétrograder le 30 juin. Et le 7 juillet, le jour de l'élection, elle sera à 19 degrés 23 du signe des Poissons, soit à peine 15 secondes d'écart entre les deux positions. Donc, une conjonction quasi parfaite. Alors dans ces cas-là, lorsqu'on a un point exact sur le thème à regarder, on a souvent l'habitude d'aller regarder les degrés symboliques. Alors certains n'y croient pas trop, mais moi je trouve que c'est toujours un complément. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi je trouve que c'est toujours un bon petit complément. Alors à ne pas regarder seul, hein, bien entendu, mais peut-être qu'il peut nous apporter une petite précision. Alors, ceux que j'ai généralement l'habitude de prendre, ce sont les degrés symboliques de la Vola Sfera, mais pour le coup, c'est une phrase un petit peu énigmatique, et pour cause, il n'a même pas de verbe. Ça nous dit simplement un rouleau hélicoïdal. Donc, avec ça, on ne va pas très loin. Dans l'interprétation Jandus, par contre, on a la phrase « La lune projette sa lumière scintillante sur des moulins à vent déséquilibrés, éparpillés sur une colline. » Donc là, on a déjà quand même plus une image de chaos, de désordre, de déséquilibre. Si on va maintenant du côté des auteurs qui nous ont un petit peu plus expliqué ces degrés symboliques, eh bien pour la Vola Sfera, on aura cette indication. Nature indécise, changeante et instable, qui se perd dans la multitude de ses projets et son imaginaire. On est dans les Poissons, bien sûr. Le chemin de vie du natif sera sinueux et le ramènera à lui-même. L'imaginaire se déchaînera avec sa raison et ses forces manqueront de buts définis qui font le succès dans la vie. Son esprit sera tortueux et chaotique, rempli de rêves et de fantaisies, sans mesures utiles et pratiques.
Voilà, donc je crois que là, tout est dit, c'est clair, on est dans les poissons, on est vraiment dans le lâcher-prise à l'extrême, voire le laisser-aller, hein. C'est toujours bien de lâcher prise, mais on a quand même besoin d'un minimum d'ordre, hein. Et là, Saturne, qui représente justement l'ordre, eh bien, est en train de se dissoudre complètement. Alors par rapport à Saturne, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de vous dire lors de la dernière vidéo. C'est vrai que j'avais pas mal d'infos à vous diffuser. Eh bien c'est que dans l'histoire, le cycle Saturne-Neptune a été grandement lié à l'histoire du communisme. Depuis Marx jusqu'à la Révolution russe, ce sont les deux planètes là, quand elles interagissent entre elles, eh bien qui sont marquantes par rapport à cette idéologie. Et bien sûr, le signe des poissons, comme vous le savez peut-être, est rattaché à la planète Neptune, qui se trouve également dans ce signe. Donc là, on n'est pas encore en état de conjonction. Certains diraient que oui, moi je trouve que 10 degrés d'écart entre les deux planètes, ça fait beaucoup. Maintenant, elles y seront l'année prochaine. Et du coup, ce symbole ici est extrêmement fort parce que les deux sont réunis dans le signe des poissons, qui, avec Neptune, représente cette notion d'égalité, hein. Donc chez les francs-maçons par exemple, eh bien, il y a 3 grands symboles. C'est le jeu avec Uranus ici, c'est la notion de liberté. Le vous, c'est-à-dire le dévouement, donc cette notion d'égalité avec Neptune. Et puis en dernier, le nous, donc la notion de fraternité qui est plutôt représentée par Pluton. Et juste une petite parenthèse sur ce sujet, sachez que je ne suis pas d'obédience franc-maçonne moi-même, ce sont des informations qui sont largement accessibles, mais qui sont toujours très très intéressantes au niveau symbolique. Et si on reprend la carte du 3 mai 1936, hasard ou coïncidence, il y a effectivement un aspect entre Neptune et Saturne ici, puisque Neptune est en face, en opposition de Saturne. Les choses sont ici inversées. Là où nous allons vivre la conjonction des deux planètes, eh bien à l'époque c'était une opposition. En fait, aujourd'hui c'est l'équivalent d'une nouvelle lune et en 1936 c'était l'équivalent d'une pleine lune pour vous schématiser grossièrement. Et il y a encore quelque chose d'autre à rajouter dans cette inversion, c'est que regardez, ici Neptune était en mouvement rétrograde alors que Saturne était en mouvement direct. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, car Neptune est en mouvement direct et elle le restera au moment du 7 juillet. Par contre, Saturne entamera son mouvement rétrograde le 30 juin et au moment des élections le 7 juillet, elle sera en mouvement rétrograde. Et donc, on est actuellement sur la fin du cycle Saturne-Neptune. À l'heure où les deux planètes s'apprêtent à finir ce cycle, eh bien, allez voir le démarrage de ce cycle, c'est-à-dire la conjonction précédente, nous donnera beaucoup d'indications. Et pour cela, il va falloir retourner 35 ans en arrière. C'est le temps que les deux planètes mettent pour se retrouver. Et donc ce cycle a démarré dans le signe du Capricorne en 1989. Donc ça ne vous aura pas échappé. 1989, nous avons dissolution de la Russie et chute du mur de Berlin. Donc ce cycle a commencé par un effondrement justement de l'idéologie de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le cycle de 1936, lui a commencé en 1917. Et donc à ce moment-là, c'était la mise en place de cette idéologie. Alors là, c'est vrai que nous parlons que de la France, parce que nous sommes venus sur les sujets justement avec le nouveau Front populaire. Mais quand on regarde un petit peu du côté de la Russie, avec Poutine qui veut retrouver son hégémonie d'antan, qui essaye déjà de récupérer l'Ukraine, et qui s'allie de plus en plus avec le régime communiste de la Chine, et j'ai même entendu que ces jours-ci, il a passé un accord avec la Corée du Nord en cas d'agression d'un des deux pays. Alors on voit comme ça que les énergies de Saturne et Neptune eh bien, préparent le nouveau cycle qui démarrera l'année prochaine. Ce sera une conjonction dans le signe des Béliers en plus. Donc ça, on en reparlera l'année prochaine, mais ça va être quand même assez compliqué parce que le Bélier, vous le savez, c'est quand même le signe de la guerre, un signe belliqueux. Et si on regarde les autres planètes, eh bien, on voit qu'il n'y a pas que ça de commun sur ces deux cartes. Nous avons ici Uranus en taureau sur les deux cartes, à savoir que Uranus met 84 ans pour revenir sur son point d'origine. Donc Uranus n'est pas revenu du coup depuis 1936 dans le signe du taureau. Et puis nous avons Mars également en taureau en même temps. Alors même si Mars y est tous les 2 ans, le fait d'avoir et Mars et Uranus sur les deux cartes, eh bien c'est quand même assez exceptionnel. Et puis on a aussi sur cette carte de 1936
Jupiter qui est dans le même axe astrologique que cette année. Elles sont en opposition sur les deux cartes, donc en 1936, elle était en Sagittaire, aujourd'hui, elle est en Gémeaux, mais il y a toujours une énergie plus ou moins commune lorsqu'on est sur le même axe zodiacal. Alors, je vais m'arrêter là pour ces recherches de mon côté. Si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que j'ai recherché la date de la dernière conjonction Saturne-Neptune dans le signe des Béliers. C'était en 1703. Et du coup, j'ai vu que c'était la date de création de la ville de Saint-Pétersbourg et que la Russie avait du coup changé la frontière de l'Europe et l'avait déplacée vers l'Oural. Et puis, il y a eu les années alentours, beaucoup de soulèvements populaires. Chez les Français, c'était la guerre des Cévennes. Donc, les paysans protestants qui se sont soulevés contre l'édit de Nantes. Et puis, en 1704 également, on a eu un grand soulèvement paysan au Japon. Donc, a priori, ça résonne quand même avec notre actualité et les révoltes des agriculteurs au début de l'année dans toute l'Europe. Donc pour conclure ce chapitre, eh bien, comme on a vu que les partis de gauche se sont plus ou moins entendus pour une fois à la surprise générale, eh bien on voit que c'est une énergie qui est dans l'air, qui est mondiale, qui dépasse vraiment les frontières de la France. Et du coup, cette nouvelle conjonction Saturne-Neptune est en train de se préparer. Donc c'est pour ça que le vote là pour les législatives sera vraiment très important parce qu'il va dessiner l'avenir. Bien sûr, si toutes les voix sont bien comptées, évidemment. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que rien n'est encore décidé, tout est encore possible et que à partir du 7 juillet, eh bien, il y aura une empreinte marquante qui va venir et qui risque de poser les bases des prochaines années. C'est ce que les Grecs appelaient le temps kairos, à l'inverse du temps chronos qui est linéaire. Eh bien, le temps kairos, c'est le moment où on peut faire basculer quelque chose. C'est une fenêtre en fait de possibilités pour changer le cours du destin. Et on remarquera au passage que le 7 juillet, c'est le 7 du 7, ce sera aussi un portail énergétique important. Et voilà, on en a fini avec ce dossier 1936, Front populaire et nouveau Front populaire. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant au niveau de la corrélation, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps pour vous l'expliquer. Maintenant, nous allons enfin regarder les cartes que vous m'avez demandées. Je sais que vous êtes impatients. Je suis sûre que certains d'entre vous même ont passé un petit peu la vidéo pour les voir tout de suite, ces cartes. Allez, c'est parti. Donc, pour ne pas faire de jaloux, on va tirer au hasard. Je vais les prendre dans l'ordre qu'elles viennent. Je vais pas m'embêter. Et du coup, je vous avouerai que je vais les découvrir plus ou moins en même temps que vous parce que j'ai regardé grosso modo, mais je me suis pas attardée sur chaque carte. Donc, je vais le faire maintenant et puis comme ça, vous aurez vraiment ma première impression à chaud qui est en général pas mal parce que lorsqu'on regarde un thème, eh bien, on a toujours l'œil qui est attiré par quelque chose et en général, c'est toujours intéressant. En fait, il y a une espèce d'intuition comme ça qui nous guide et j'aime beaucoup fonctionner comme ça avant de passer dans une vraie analyse à proprement parler. Et voilà, eh bien, j'ai pas pris le plus simple pour commencer. Éric Ciotti, c'est le premier qui est venu. Alors, je vous précise quand même à toute fin utile qu'ici, on n'est pas là pour faire des prédictions pour savoir qui sera le Premier ministre. C'est simplement pour voir un petit peu les grandes caractéristiques de la personnalité. Et là, quand on voit le thème d'Éric Ciotti, la première chose qu'on voit, eh bien, c'est cette conjonction Pluton-Uranus dans le signe de la Vierge, juste en face de Saturne. Donc, conjonction très compliquée que beaucoup de personnes de l'année 1965 comme lui ont parce qu'il s'agit de 3 planètes lentes ici. Alors pour lui, c'est surtout compliqué parce que il a cette conjonction dans la maison 10. Pluton, c'est le pouvoir, Uranus, l'idéologie, l'amélioration des conditions de vie pour tous. Et donc dans la maison 10, bien sûr, ça incite à un certain activisme, défendre ses idées et en le montrant, bien entendu. Le signe de la Vierge, normalement, n'incite pas vraiment à se montrer, c'est plutôt discret en fait. Par contre, ici, dans la maison 10, et surtout en face de Saturne, surtout que nous remarquons que Saturne est justement en train de repasser sur son Saturne natal, et bien ici, il vit son 2e retour de Saturne, et donc là, son besoin d'être vu, qu'on parle de lui, est ici exacerbé, c'est un peu comme sa dernière chance en fait. Et du coup, avec ce genre de configuration, eh bien, il est difficile de se retenir, alors que la sagesse voudrait qu'avec Saturne dans le signe des Poissons et en maison 4, eh bien, il agisse plutôt dans l'ombre. Et du coup, quand on est fait pour agir dans l'ombre, eh bien, forcément, lorsqu'on est sur le devant de la scène, eh bien, du coup, on n'est pas à sa place. Et finalement, ça sonne faux en fait.
Ici, Saturne est en maison 4. La maison 4, c'est aussi la maison de l'enfance. Et souvent, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais souvent, lorsqu'on a un Saturne en maison 4, eh bien, on a eu de grosses blessures pendant l'enfance. Ici, il y aurait quelque chose qui viendrait le confirmer, c'est que si on reprend à l'ascendant, on a une conjonction Lune-Vénus ici. Alors à l'ascendant, ça donne un énorme besoin d'amour et d'être aimé. Et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il veut être sur le devant de la scène. L'amour qu'il n'a pas eu quand il était jeune, eh bien il va vouloir l'avoir de la part du public. Il y a vraiment là un grand besoin de reconnaissance sociale. Pluton ici est très important puisque c'est le maître de l'ascendant, donc la lune est liée à Pluton, un besoin d'avoir du pouvoir, mais ici le pouvoir ne va pas nous amener ni de l'argent, ni des choses matérielles, il va nous amener une reconnaissance et surtout de l'amour. Et là, ce qui est intéressant de noter aussi sur cette opposition, la principale dans le thème, d'ailleurs, il n'y a qu'une opposition sur le thème, et je pense que ça va vraiment marquer toute sa vie, eh bien, c'est qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson. C'est l'axe soignant-soigné. Et on peut peut-être imaginer qu'il y ait comme ça un syndrome du sauveur qui arrive, et puis on va avoir envie de sauver les autres. Pourquoi? Eh bien, pour se sauver soi-même au final. Alors maintenant, je ne connais pas vraiment l'histoire de cette personne, mais on voit quand même beaucoup de souffrance. Ici, la conjonction Mars-Neptune nous rappelle également une souffrance. Mars, l'agressivité, la blessure. Et puis avec Neptune, du coup, on est sur une blessure émotionnelle, bien sûr. Donc il va vouloir justement être quelqu'un, reprendre son pouvoir justement pour se prouver à lui-même eh bien qu'il existe tout simplement. Alors il y a quand même une grande marque d'intelligence sur ce thème puisque Mercure est conjointe au Soleil, donc il y a des capacités intellectuelles sérieuses. Par contre, on est là en carré avec Jupiter. Jupiter est en Cancer, Mercure est en Balance. On a là deux signes qui ont besoin de paix, qui ont besoin de réconfort. Et là, l'intelligence va encore une fois être utilisée pour plaire et se valoriser aux yeux d'un public ou aux yeux de quelqu'un qui l'aime, bien sûr. Alors, je ne connais pas personnellement la vie intime de cet homme. Si vous avez des informations par rapport à son parcours et même par rapport à son enfance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourra m'intéresser. Merci. Alors, prochain thème, on continue dans la série des archanges. Voici Gabriel Attal. Donc, Gabriel signifie le messager de Dieu. Donc, pour l'heure, c'est le messager d'Emmanuel, bien sûr. C'est quand même intéressant de voir qu'il a été connu surtout grâce à son rôle de porte-parole du gouvernement. Alors, lui, je l'avais déjà analysé en début d'année quand il est devenu Premier ministre. Donc, je vous répète tout simplement, énormément de sensibilité, une intelligence émotionnelle avec Mercure en Poisson, donc ça je vous l'avais dit et on l'a constaté parce qu'il se sert beaucoup des émotions justement pour tirer son épingle du jeu, avec sa lune dominante dans le signe du Cancer, donc une hypersensibilité. Là on est en maison 12, la maison des épreuves, du dévouement, de la foi. C'est un petit peu compliqué, mais par contre, au vu de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, regardez ici, incroyable, conjonction Neptune-Saturne en Capricorne. Donc lui est né lors de la dernière conjonction. Et là du coup je me demande qu'est-ce qu'il fait avec Macron et pourquoi il n'est pas encore chez LFI. Non, je plaisante, mais c'est quand même intéressant à voir ici. En tout cas, on a quand même Saturne aussi en dominance, donc ce qui lui permet quand même de garder les pieds sur terre, de se fixer des objectifs et de les tenir justement. C'est ce qui contrebalance un petit peu son excédo là avec tout ce qu'il a en Poisson et en Cancer. S'il n'avait pas ça, eh bien je ne pense pas qu'il pourrait tenir au niveau émotionnel par rapport à son travail. Donc ça l'aide à contrebalancer en fait ses émotions, eh bien il s'en sert. Et il s'en sert intelligemment du coup. Par contre, regardez, il a Jupiter en Gémeaux juste à côté de Mars ici en maison 11. Comme Jupiter passe en Gémeaux, c'est une très bonne période pour lui. Alors, il est possible qu'il sorte son épingle du jeu de cette situation. Est-ce qu'il va rester avec Macron? Quand je regarde cette carte, j'ai quand même un doute, parce que Macron, c'est plutôt l'autre côté, hein, c'est plutôt le côté Sagittaire.
Mais là, est-ce que le passage de Jupiter justement sur son Jupiter-Mars en Gémeaux ne va pas lui donner des idées de changement dans son appréhension du monde? La maison 11 en plus, c'est la maison des relations, donc c'est tout notre carnet d'adresses, hein, toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons ou avec lesquelles nous œuvrons par exemple pour une association. Donc c'est vraiment la sphère relationnelle ici. Et du coup, c'est marrant parce que, eh bien, il y a quand même une possibilité de retournement de veste ici, de lâcher le président pour aller voir ailleurs. Alors, effectivement, ça va être difficile quand même parce qu'avec un Saturne en Capricorne et puis là aussi ce Pluton en Scorpion, et du coup, en général, c'est pas trop leur style la trahison. À moins que la Lune ici vienne jouer un rôle et puis que le côté émotionnel prenne le pas. Mais par contre là, pour qu'il aille voir ailleurs, je dis pas que c'est impossible, mais il faudrait vraiment qu'il adhère. On est vraiment sur une croyance profonde pour pouvoir changer de bord politique. Le 14 août prochain, lorsqu'on aura la conjonction Mars-Jupiter qui va revenir dans ce signe de sa conjonction au natal ici, et donc là, il pourrait y avoir un grand tournant pour lui à ce moment-là. Donc ça sera à surveiller et déjà peut-être même fin juillet, début août. En tout cas, on sent ici une souplesse là pour retomber sur ses pattes comme un chat. Donc je pense que ce sera une personne qu'il faudra suivre tout au long de cette année en tout cas. Et bien sûr, je le rappelle, c'est encore une analyse en toute objectivité. Je ne suis pas particulièrement fan de ce garçon. Passons à présent à Édouard Philippe. Donc Édouard, un nom qui a été souvent donné à des rois d'outre-Manche et qui signifie du point de vue étymologique protéger la richesse. Donc là, ça ne s'invente pas non plus. Il a, comme vous pouvez le voir, la majorité des planètes dans le cadran sud-est. Donc en haut à gauche du thème, à savoir que la partie est, donc c'est la partie gauche, hein, c'est inversé par rapport à une carte routière. Donc la partie est représente notre personne, notre personnalité, ce que nous faisons pour nous-mêmes, alors que la partie ouest de l'autre côté représente ce que nous faisons pour les autres. Ici, dans la partie ouest, eh bien, il n'y a que Saturne qui est concerné par tout ce qui est aspect relationnel. Eh bien, Saturne, forcément, c'est la gouvernance et le pouvoir politique. Donc lui, c'est un petit peu ça, le sens qu'il aura à donner aux autres. Eh bien, ce sera un talent de décideur politique, en fait. Et donc, on voit aussi que la majorité des planètes se trouve dans la partie haute du thème, donc la partie sud, encore une fois inversée. La maison 10, le milieu du ciel, ici, représente la position du soleil au zénith, c'est-à-dire c'est une position où l'on est vu. Voilà, il aime bien être vu, ça c'est sûr. Mais du coup, comme on est majoritairement sur ce quart sud-est, eh bien on va voir énormément de relations. Et les relations là vont être utilisées uniquement à un but personnel, hein. Donc partie est, la personne, et partie sud, la visibilité. Donc je veux être vue pour me valoriser, pour me montrer, pour en retirer quelque chose. On a également un soleil et un ascendant sagittaire. Donc là, il va falloir viser un objectif. Et d'après ce thème, à mon avis, maire de La Rochelle n'est pas forcément un objectif idéal. Donc, d'après son thème, et ça ne surprendra personne, il a forcément là des ambitions d'aller plus haut. Il était Premier ministre, donc le cran plus haut, bien sûr, ce sera des ambitions présidentielles à présent. Oh, mais par contre, là, je m'aperçois que le hasard a mal fait les choses puisque je ne citais que des gens de droite. Allons voir à présent la carte de Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous voyez, on est sur le même cadran qu'Édouard Philippe. On est là sur la même signification, donc utiliser les autres à des fins personnelles. Et au passage, son prénom, Jean et Luc, eh bien, ce sont les apôtres. Mais alors, pour qui travaille-t-il? Eh bien, j'ai quand même l'impression qu'il travaille surtout pour lui-même. Mars et Pluton sont ici en 11 dans le signe du Lion. Et ça nous montre vraiment une volonté de prendre le pouvoir. On retrouve le soleil également dans ce signe. Donc c'est vraiment la symbolique du roi soleil. Et il faut quand même dire que pour un révolutionnaire, c'est ballot, surtout qu'en face, dans le signe du Verseau qui représente la révolution, eh bien, il n'y a absolument rien.
Alors, je vous rassure tout de suite, avoir une dominance lion comme ça n'est pas nécessairement négatif. Lorsqu'on a ce signe en dominance dans un signe, eh bien, il y a deux manières de le vivre. Soit un roi qui agit en bon père de famille, qui se préoccupe de son peuple, et c'est la majorité des lions que je vois personnellement en consultation. Ou alors ça peut être un roi tyrannique et qui profite de son statut pour être tout puissant et pour contrôler la population. Et ici, avec Pluton-Mars dans le signe, on est plutôt sur cette deuxième option. Il y a quand même quelque chose d'étrange ici, parce que comme il a le verbe tellement facile, je me serais attendue à trouver une Mercure en dominance ici. Or, non seulement Mercure est rétrograde, mais elle est en 12 dans le signe de la Vierge. Alors effectivement, elle est dans un de ces signes de dominance, mais Mercure en Vierge agit souvent sur le plan de la réflexion et de la raison. Au niveau de la communication, ce sera plutôt le rôle de Mercure en Gémeaux. Mais on a quand même un milieu du ciel en Gémeaux, donc une facilité pour parler en public. Après, peut-être que cette Vénus qui est juste à côté de Mercure, là, toujours dans le signe de la Vierge, eh bien peut-être l'aidera justement dans le domaine relationnel pour faire passer ses idées. Elle est rétrograde également. Normalement, les planètes rétrogrades sur le thème jouent vraiment plus à l'intérieur. En tout cas, Mercure ici a une grande position de stratège, un sens du détail vraiment aiguisé, mais encore faut-il s'en servir correctement car comme elle est rétrograde, eh bien ce n'est des fois pas évident. Alors, il a un T carré ici qui peut peut-être expliquer son côté trop direct, le fait qu'il ne réfléchisse pas toujours avant de parler. Donc ce triangle ici entre Uranus, Neptune et Jupiter. Déjà, une opposition Neptune-Jupiter, c'est difficile à gérer. Ce sont les deux planètes de la foi. Alors, avec le bélier, ça sera plus la foi en moi, je crois en moi, j'ai confiance en moi. Et puis, avec Neptune en balance, c'est je crois en nous, j'ai besoin d'égalité. Là, comme je vous disais tout à l'heure, Neptune représente l'égalité et la balance, forcément, représente la justice. Donc forcément, une tendance à croire en nous, là. Et du coup, ça provoque un tiraillement. Le fait d'avoir Uranus juste en carré là-dessus est vraiment très, très difficile. Parce que Uranus, ce sont les idées. Alors, quelles idées je privilégie? Est-ce que c'est mon ascension personnelle avec Jupiter en bélier? Ou alors, est-ce que c'est l'ascension de mon groupe, de ma communauté, avec Neptune en balance? Très très compliqué ce thème à gérer avec énormément de carrés, d'opposition. Il y a aussi avec cette lune en poisson une hypersensibilité qui peut justement le faire réagir, voire surréagir lorsqu'il se sent attaqué dans sa dignité. Parce que ton soleil-Mars en Lion, eh bien forcément ça amène une certaine fierté et du coup toutes les critiques sont très très mal vécues. Et avec cette lune en poisson, ça va encore renforcer le besoin de défendre, se défendre, de défendre son territoire, de défendre sa personne justement. Donc compliqué là pour le coup, ma foi il me semble qu'il a décidé pour l'heure de rester en retrait, d'avoir choisi plutôt le Neptune en balance. Maintenant est-ce que son côté jupitérien va refaire surface ? Voilà, ça va pas être évident comme position à tenir pour lui. Il aura toujours tendance à vouloir se mettre en avant et vouloir contrôler les autres. Donc, on va voir, wait and see, va-t-il se tenir ? Alors, personnage suivant, cette fois, il ne faudra pas se fier à son prénom de petit fruit tout mignon. Clémentine Autain a des ambitions. Et nous le voyons ici avec un milieu du ciel en Sagittaire. Donc un besoin de s'élever, un besoin d'aller vers la réussite. Ici, on a énormément de planètes dans le signe des Gémeaux, et notamment Mercure, la dominante du signe qui sera également la dominante du thème. Elle n'est pas loin du soleil et c'est vraiment là ce qui va expliquer sa facilité d'élocution, son sens de la répartie. On a Vénus ici, juste à côté, donc ça va l'aider à nouer des relations. Et on a Soleil, Mercure et Vénus en maison 4, dans le fond du ciel. Donc avec tout ça, difficile de percer et d'arriver vers la lumière. Alors bien sûr, elle est quand même assez connue grâce à son travail acharné. Je pense qu'elle a dû travailler énormément.
pour arriver là où elle en est. Mais regardez, nous avons Neptune ici en mode rétro en plus, donc un rêve d'être au premier plan, mais malheureusement ici, avec toutes ces oppositions et ce carré là entre le stellium en Gémeaux et cette conjonction Lune-Mars en Poisson, eh bien ça va être très très difficile parce que justement cette conjonction Lune-Mars est très très forte ici, très très marquante, en maison 1 en plus, donc c'est quelque chose qu'elle porte en elle dans le cœur au plus profond de sa personnalité. On est dans le signe des Poissons, donc très très empathique. La Lune, les émotions, Mars, le combat. Là, on a vraiment un conflit entre les émotions qui sont très très fortes, avec une envie de se battre pour lutter contre les inégalités, et puis justement tout ce qui va représenter l'intellect et la raison, avec Mercure ici en Gémeaux. Et on a beaucoup ce côté rêveur, ici, avec la Lune en Poisson, et puis une ambition de changer les choses. Et ça, on le voit par Jupiter dans la maison 1, dans le signe du Verseau, besoin d'aller contre un ordre établi, besoin de libérer quelque chose, donc qui nous ramène à Uranus en Balance, et qui est importante ici puisque c'est le maître de l'ascendant, un besoin d'égalité, un besoin de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc on a énormément d'air dans ce thème. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a un beau grand triangle ici entre Uranus, Jupiter et le stellium en Gémeaux. Donc, besoin de liberté. Et du coup, ça reflète vraiment son combat pour le féminisme, pour l'égalité femmes-hommes, pour la liberté d'expression, etc., etc. Voilà, donc quelqu'un qui va jouer un rôle, en tout cas, mais ça ne sera pas un rôle de premier plan. Ça sera un rôle de rabatteur qui va rabattre l'attention sur quelqu'un d'autre. Donc ça fait longtemps qu'on la voit en politique, et on la connaît surtout par ses coups d'éclat qui ne sont pas toujours judicieux, ça il faut le dire. Mais bon, Mercure, même s'il est dominant, il a quand même Neptune en face, et puis Mars en carré et à la Lune. Donc forcément, même si on a le sens de la répartie, eh bien des fois on peut aller un petit peu trop loin. Ensuite, un thème que vous m'avez beaucoup demandé, c'est celui de Marine Le Pen. Donc, sans surprise, un cadran sud-est bien marqué, avec 7 planètes sur les 10, donc idem que les précédents. On se met en valeur auprès des autres pour se valoriser soi-même. Ici, on a un beau point commun avec Mélenchon. Moi, j'adore ça quand je vois ça. Donc, Soleil en dominance dans le signe du Lion, maison 10, accompagné de Mercure ici, qui là, pour le coup, lui donne un vrai talent oratoire. Et c'est peut-être pas pour rien qu'elle a commencé sa carrière comme avocate. Donc elle, ça je peux vous le confirmer ici, n'ambitionne pas d'être première ministre. C'est la présidence qu'elle vise, avec le signe de la royauté qui domine ici dans le milieu du ciel au zénith. On a toujours besoin du poste le plus prestigieux. Ce qui est intéressant ici, c'est cette lune en Capricorne qui, du coup, peut amener une certaine froideur à une personnalité lion. C'est vrai qu'en général, quand on voit les personnalités lion, eh bien, elles sont plutôt solaires. On a un peu de mal de prime abord à voir le côté solaire chez elles, mais cette lune en Capricorne, eh bien, justement, c'est une intelligence émotionnelle, c'est une certaine froideur ici. On ne montre pas ses émotions. Alors, c'est pas forcément qu'on n'en a pas, bien entendu, mais en tout cas, on ne les montre pas, on garde un self-control et surtout, dans toutes les situations, là, on ne se laisse pas déborder par ses émotions. Donc ça sera vraiment son principal atout. En revanche, on a 2 grosses difficultés sur ce thème. C'est d'une part ce carré Mars-Saturne, donc j'ai envie d'avancer et pourtant il y a quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose dans ma famille, et là ça sera plus peut-être dans le domaine du couple, qui me retient d'avancer. Un besoin de se mettre en avant et de décider dans le domaine relationnel. Ce qui me fait dire que même si c'est Jordan Bardella qui est président aujourd'hui du RN, eh bien ce n'est pas lui qui décide bien entendu, mais ça on n'avait pas besoin non plus de voir ce thème pour le savoir, on l'avait bien compris. En tout cas, elle ne lâchera jamais, quoi qu'il arrive, les rênes de ce qu'elle possède en tout cas, ça c'est certain. On pourra alors penser que Jordan Bardella n'est qu'une façade, n'est qu'un outil marketing pour elle, mais c'est elle qui, au final, sera mise en avant. En tout cas, c'est son projet, son ambition. Et puis le deuxième carré marquant qu'on voit sur ce thème, eh bien c'est ici entre la Lune et Pluton. Donc dans le signe de la Vierge, Pluton
peut, avec une lune en Capricorne, avoir peur d'échouer. Ou peut-être même aussi peur de réussir. En fait, ici, ce qui sera intéressant pour elle, ça sera le chemin. Mais par contre, une fois qu'elle sera arrivée, eh bien son objectif aura été atteint et il est possible que si un jour elle devienne présidente de la République, eh bien ce soit un rôle en fait qui ne lui plaise pas. En fait, ce qui va vraiment l'intéresser ici, c'est d'affronter toutes les marches et tout ce chemin qu'il va falloir mener pour réussir, et la réussite en elle-même, eh bien, sera suffisante. Après, exactement comme Jean-Luc Mélenchon, au niveau du pouvoir, il y aura quand même une forme d'autoritarisme. Chez les deux, on est vraiment là dans un besoin de contrôle, dans un besoin de décider, et surtout de ne pas écouter ce qu'on nous dit. Et là, même l'ascendant nous ramène au signe du lion, puisque le maître d'ascendant du coup est Vénus, maîtresse de la balance, qui se retrouve dans le signe du lion. Alors Vénus en lion, c'est très particulier. Il y a un petit côté narcissique quand même, un côté je soigne vraiment mon image, j'ai besoin du regard des autres pour exister, et il faut bien l'avouer, j'ai besoin qu'on m'admire. À mon avis, c'est très difficile pour elle lorsqu'elle n'est pas sur le devant de la scène. Et là, j'ai presque envie de vous dire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça ne sera pas important pour elle. Il faut simplement qu'elle soit vue. Au niveau des transits, à présent, eh bien, il n'y a pas de transit notable sur son thème. Par contre, dans 2 ans, elle va avoir Jupiter sur son amas de planètes. Et là, ça pourrait être vraiment le fameux moment Kairos pour elle, donc attendons 2 ans que Jupiter passe en Lion. Ensuite, dans la famille Le Pen, je demande la nièce Bonne Pioche, Marion Maréchal, donc avec un thème atypique par rapport à tous ceux qu'on a vus. Ici, on a la majorité des planètes dans l'hémisphère nord du zodiaque. Toutes les planètes, à part 2, sont en bas, vraiment très en bas. On a un amas ici en maison 4. Et donc c'est la maison de la famille, ce qui explique du coup pourquoi elle s'est arrêtée un petit peu de la politique il y a quelques années. Elle était restée pas mal d'années en retrait, donc une importance pour la famille et pour les enfants très très marquée ici. Mais bien sûr, on retrouve quand même secrètement, peut-être inconsciemment, un désir de pouvoir ici avec Jupiter dans la maison 10. C'est vraiment un tiraillement, elle sait aller sur le devant de la scène, et elle sait même être tranchante. Regardez, on a une forte influence du Scorpion ici, en maison 3, entre Pluton et Mars. Donc une volonté de pouvoir, alors qu'elle ne va pas forcément exercer de manière publique, mais qu'elle va plutôt exercer dans son intimité. Et du coup, ce Jupiter en Cancer, là, l'amène quand même, j'ai l'impression, malgré elle, parce que le Cancer aussi, c'est la famille, c'est l'intimité, mais malgré elle se retrouve en maison 10 et du coup, eh bien, la propulse sur le devant de la scène. Donc là, ce n'est pas non plus un secret. Elle a dit que s'il y avait un gouvernement, elle ne voulait pas de poste de Premier ministre. Elle sera peut-être plus en retrait, même pas un ministère régalien, si le cas se présentait, bien entendu. Du coup, elle va plutôt exercer son influence en sous-marin, dans l'ombre. On retrouve ici le soleil en partie nuit aussi, dans le signe du Sagittaire. Elle sait quand même ce qu'elle veut. Elle a des stratégies, mais elle ne les dévoile pas et peut-être même pas à ses proches. Je pense que Éric Zemmour en a fait les frais également. Mais sur ce thème, on voit quand même quelque chose d'assez secret, d'assez mystérieux, et du coup qu'on ne voit pas venir, là, avec toutes ces planètes en maison 3 et 4. Et pour terminer, un dernier prénom de roi ici encore, avec François Ruffin. Donc là, j'ai envie de dire, quand je vois ce thème, le roi malgré lui, donc il a son prénom bien sûr, mais franchement, ça ne se voit pas sur son thème. Et si un jour, il est vraiment amené à être au pouvoir, ce qui n'est pas impossible avec un Saturne en maison 10 en Lion, eh bien, ça ne sera peut-être pas vraiment recherché. Ça ne sera pas une ambition ici qui va le pousser, ce sera peut-être, le fait des circonstances plutôt. Ici, il va plutôt être gouverné par des valeurs de sécurité au niveau familial ici,
avec Mars en Cancer près du milieu du ciel, et puis avec tout cet amas de planètes dont le Soleil et l'ascendant dans le signe de la Balance, eh bien chercher un besoin d'égalité, un besoin de justice, et justement nous retrouvons la Lune en face, et là on voit vraiment un besoin d'équilibre entre le je et le nous. C'est-à-dire, je suis ton égal, et ça va être une recherche permanente, un besoin de rétablir une justice, un rejet des inégalités, avec cette lune ici qui a une sensibilité, mais dans le signe du Bélier, cette sensibilité va s'exprimer à travers l'action, et du coup là, ce sera l'action politique. Et on remarque en plus une redondance entre le signe du Cancer et le signe du Bélier, qui sont deux signes qui sont en carré, mais qui ont en commun d'être cardinales, c'est-à-dire de commencer quelque chose. La Lune en Bélier est dans le signe de Mars, et Mars en Cancer est dans le signe de la Lune. Donc là, certainement, dans cette position de carré, il va y avoir une énorme tension entre le besoin d'œuvrer, le besoin d'agir. Jupiter est également en Bélier, donc envie d'agir, même s'il est rétrograde. Et du coup, ce sera dans la maison 7, donc ce sera vraiment très difficile d'agir seul. Donc, si pouvoir un jour il y a, sait-on jamais, eh bien ce sera un pouvoir partagé. Surtout avec cette forte influence de la Balance, ça va être vraiment très très difficile de diriger quelque chose seul. Et voilà, donc on finit sur ce personnage, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de choses différentes, et bien sûr même dans des partis différents, on a des points communs. Voilà, donc chez les politiques, on retrouve quand même beaucoup de points communs, donc une dominance de la partie sud, beaucoup de planètes au niveau du milieu du ciel. Les signes du Sagittaire et du Capricorne sont souvent importants chez eux parce que justement ça représente l'ascension sociale avec le Sagittaire et puis le pouvoir avec le Capricorne. On remarque aussi que Pluton est souvent présent. Pluton, c'est plutôt le pouvoir, mais le pouvoir de l'ombre. C'était Mitterrand qui avait une dominance plutonienne et du coup c'était un pouvoir vraiment très très sombre, très très souterrain. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, toutes ces petits portraits, mini-portraits, bien sûr, parce que quand on regarde plein de thèmes comme ça, on ne peut pas aller trop dans le détail. Là, c'est vraiment les grandes lignes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, pas forcément en fonction des opinions politiques. Là, on est vraiment sur les aspects psychologiques. Comment vous sentez justement tous ces personnages ? Ça pourra être assez sympa d'avoir un petit peu les retours de chacun, parce que c'est vrai que depuis que Macron a annoncé la dissolution, là, j'ai pas mal de gens qui me disent « je quitte la France », mais alors, c'est toujours pour des raisons différentes. C'est si le RN passe, je quitte la France, ou si LFI passe, je quitte la France. Enfin bref, quoi qu'il arrive et quels que soient les résultats, de toute façon, ça va être très très compliqué à gérer. Et surtout que le 7 juillet, la conjonction Mars-Uranus, eh bien, commencera à vraiment faire ses effets. Donc, elle aura lieu effectivement le 15, mais une conjonction comme ça, surtout que Mars commence tout doucement à ralentir puisqu'elle va rétrograder à la fin de l'année, eh bien, elle va durer, on peut peut-être compter 2 semaines avant, 2 semaines après. Bien sûr, moi, je reviens pour vous en parler donc de cette conjonction et puis du climat global après ces élections. Alors, je pense que je vous ferai la vidéo après les élections, la semaine qui suit, pour pouvoir un petit peu comprendre l'évolution et les tenants et les aboutissants en fonction de ce qui se sera passé le 7. Voilà, écoutez, je vous remercie énormément de votre écoute. J'espère que je n'aurai pas été trop complexe. Alors c'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude sont souvent décontenancés lorsqu'ils voient une carte. C'est pour ça que j'essaye toujours de vous présenter les cartes en vous montrant les planètes. Le but étant bien sûr aussi de comprendre un petit peu mieux l'astrologie et d'aller un petit peu plus profondément dans la compréhension des archétypes, des signes et des planètes. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de mois à tous. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous. À bientôt.